tu devrais avoir la proposition ou la confirmation, je crois, Ah, c'est d'enregistrement. vrai. Comme quoi, enregistrement. Oui, continuez. Ouais, génial. Bonjour May, Salut Sandra, je ça suis va? trop contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. J'ai hâte voilà, de pouvoir t'écouter, te raconter. Et du coup, d'entrée de jeu, pour les personnes qui te découvrent, j'aurais envie de dire comment est-ce que tu te présentes traditionnellement aux personnes? D'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très contente, très honorée, Sandra. Salut à toutes et à tous. Alors, comment je me présente? Eh bien, je suis May Boyington, j'habite sur le bassin d'Arcachon. C'est dans le sud-ouest de la France. Je suis coach de vie depuis 7 ans maintenant pour les femmes managers en charge mentale. Voilà. Hmm. Je suis aussi auteur du livre Métacharge mentale aux toilettes, fabuleux Mhm. livre qui permet de décharger à 100% et conférencière sur le sujet. Voilà. Génial. Donc, tu as écrit un livre, tu es coach et en plus conférencière. C'est ça. Ça fait déjà que plusieurs casquettes bien remplies. Donc, j'imagine que la charge mentale, tu dois bien savoir la gérer, effectivement. Exactement. Comme quoi, on peut avoir une vie bien remplie, avec du sens et organisée, sans avoir de charge mentale en plus. Trop Ça, c'est le bien. secret. Génial. Alors écoute, je t'avoue que j'aime bien poser une question en entrée de jeu, j'ai envie de dire, à mes invités, parce que la question m'amuse, alors voilà. Tout simplement, si la proposition que je te fais, c'est de te projeter et de dire, OK, si tu n'étais pas May et si tu étais un animal, un arbre, une couleur, une saison, une musique, un symbole, que sais-je, quelque chose d'autre qu'un être humain, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Ah, j'adore! J'adore les images. Ouais, super. Alors, tu m'autorises Ouais. à aller chercher ma créativité. Et moi, je serais un tigre blanc. Mhm. Voilà, Et tigre blanc. pourquoi tu vois blanc? Il a une histoire, ce tigre blanc. Hmm. C'est que quand j'étais gamine, j'étais une vraie tête brûlée, absolument incorrigible. Tu me disais de ne pas faire ce qu'il fallait faire, j'allais le faire quand même. Une rebelle, je répondais à mes parents, j'arrêtais pas de faire des bêtises. Et la seule personne que j'écoutais, c'était ma grand-mère, femme Titiong. Une super femme qui m'inspire, c'est mon mentor depuis toujours, ma gardienne. Et elle me disait, May, si tu veux vivre vieille, tu vas devoir apprendre à transformer ton tigre rouge, là, celui qui fait des bêtises, qui mord, qui crache, qui insulte, parce que j'étais quand même assez costaud, en un tigre blanc. Alors moi, je peux te garantir que lors de mes 8 ans, hein, j'étais assise à table, on mangeait des nems ensemble. J'adorais quand elle me parlait comme ça, j'étais souvent allongée sur ses genoux moelleux. Et je disais, oui, oui, mamie, mais je ne comprends pas. Et elle m'expliquait, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je comprends toute la teneur de ses propos. C'est qu'en fin de compte, la sagesse, de par tous les murs qu'on se prend, de par tous les challenges que tu as, te transforme en un animal, enfin en une personne qui a appris de ses erreurs. Et pour elle, en tout cas, le signe blanc, c'est le signe de la paix. Chez ma grand-mère, c'est le signe de la paix, le signe de la sagesse. Et le tigre rouge, c'est celui qui est enflammé, qui est passionné, voilà. Donc, en Mhm. fin de compte, oui, le tigre blanc, rien que pour ça, tu vois, j'ai envie d'être aussi cette personne qui profite de la vie, qui est toujours aussi passionnée, mais qui apprend aussi à ralentir. Hmm. Voilà. Donc, le tigre blanc pour ce côté paix intérieure tout en étant quand même encore dans l'énergie de la vie, c'est ça? Voilà, le tigre, c'est quand même un Ouais. animal qui est très passionné, qui est sanguin. Moi, je suis Voilà. très passionnée, je suis sanguine aussi. Et j'ai aussi appris de mes challenges, donc la couleur blanche, cette lumière que j'ai cherchée en moi, où je me suis transformée, je l'ai vraiment. Mhm. Et en fait, c'est cet animal-là qui me guide, moi, en tout cas dans mes pas, dans mes intuitions et dans ma Mhm. vie, en vrai. C'est vrai. Trop, trop chouette. Mais du coup, ça va faire une parfaite transition parce que ma proposition derrière, c'est justement, raconte-moi un peu justement ta vie, ton histoire ou tes histoires. Tu la commences où tu veux, ton histoire, tu m'en dis ce que tu veux.
et tu la termines où tu veux aussi. Et on a largement le temps de t'écouter. Oh, super! J'adore raconter des histoires. Merci, Sandra. Quelle merveilleuse question. Alors, May, enfant, et May d'aujourd'hui, forcément, il y a un chemin. Et la May, enfin, était en fait une enfant très turbulente. Enfin, j'avoue, jusqu'à mes 10 ans, j'ai fait des crises des crises de nerfs, des crises de foie à mes parents. Mais j'étais curieuse. En fait, c'est parce que j'étais curieuse. Et à la fois, j'étais ultra rebelle et à la fois, j'étais ultra sensible. Déjà, enfant, j'avais cette capacité à m'isoler dans les arbres pour dessiner. Je suis une fan de dessin absolue. À observer les fourmis dans les herbes pendant des heures comme ça, aller regarder porter les pins vers leurs petits trous, aller expérimenter différentes textures parce que j'adorais le toucher, à manger parce que j'adorais manger, être dans les jupes de ma grand-mère quand elle venait l'été ou de mon oncle, qui brassait, tu vois, la farce des neiges dans les grandes poubelles alimentaires, à m'intéresser à la cuisine, à m'intéresser aux gens. J'adore les gens. J'aime absolument les gens. Et quand j'étais gamine dans la récré, je passais mes journées à la récréation à faire ma justicière parce que j'ai une grosse fan de justice. Je déteste les gens qui sont mis de côté. Et à partir du collège, cette petite fille ultra bavarde, ultra curieuse, eh bien, elle s'est renfermée dans sa coquille jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai subi des harcèlements de par mon hypersensibilité. À l'époque, je ne pouvais pas m'exprimer en public sans pleurer, sans bégayer. Et ça a attiré mes premiers haters, mes premiers bourreaux à qui je dis merci, parce que je leur ai dit, je me suis dit, un jour je serai sur scène, un jour j'arriverai à m'exprimer. Et pas par esprit de pouvoir montrer, mais en fait j'adorais être sur scène, raconter ma poésie, le cheval blanc, tu vois, le cancre, etc. Impossible pour moi d'aligner deux mots. Enfin bref. Donc, des années de harcèlement à ce sujet. Mais ce qu'avait May, adolescente, c'est ce que j'ai toujours, c'est cette fin de vivre. En fait, il n'y a pas grand-chose qui entame mon enthousiasme. Et j'avais cette possibilité, ce switch même facile entre enfant ou adolescente, tu vois, à me dire, c'est bien, May, continue. Plus tard, ce sera mieux. Courage. Et puis, continue à y croire. Enfin, même gamine, je me posais comme ça. Et ce qui m'a sauvée, en fin de compte, c'est l'écriture et le dessin. C'est vraiment mon mode d'expression, puisqu'en plus, j'étais une antisociale, en fait. J'aimais bien rester dans mon coin. Ne m'embêtez pas, s'il vous plaît. Non, on veut plus loin, s'il te plaît. Et en fait, je me suis réfugiée dans l'écriture, je me suis réfugiée dans le dessin. Je passais mes heures, en fait, au lieu de travailler, à dessiner, ce qui m'a valu aussi des heures de colle. Et puis, cette désintérêt de l'école. J'ai redoublé 3 fois. C'est pas que je comprenais pas, je comprenais, mais j'avais pas envie de bosser parce que l'école ne m'intéressait pas. J'avais l'impression d'être là parce qu'il fallait que je sois là. Moi, ce que j'avais envie, c'est d'être artiste, de faire des illustrations. J'avais envie, d'une certaine manière, déjà de comprendre comment je pouvais aider les gens. J'avais envie aussi d'écrire et de parler. Voilà. Et en fin de compte, j'ai commencé à déployer mes ailes grâce à l'animation avec les enfants quand j'ai commencé à faire mon BAFA. Et ça a été une révélation de créativité où je me suis nourrie vraiment de l'apprentissage des enfants. Ils m'ont appris en fin de compte. Et c'est les premiers piliers que j'ai enseignés, c'est la créativité de par ton enfant intérieur. J'adore les gosses et d'ailleurs les observer me rend vraiment me rend vraiment fan parce que c'est de grands négociateurs, c'est des enfants qui sont cash, qui sont authentiques, tu sais, qui ont envie d'y aller, tu vois, ils ne se posent pas 36 000 questions. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oh, ben moi, je serai présidente, je serai astronaute, je serai chef cuistot, tu vois, c'est juste hallucinant. Et j'ai eu une révélation à ce moment-là et petit à petit, je suis sortie de ma coquille. Et la May, qui était bavarde, la May qui était curieuse, la May qui voulait toucher à tout, apprendre, etc.,
connecté avec l'humain, est vraiment sorti de sa tanière, quoi. Et je remercie les enfants et les ados avec qui j'étais, quoi. Et j'ai fait ça pendant à peu près de l'âge de 16 ans jusqu'à 24 ans. Toutes les vacances, je travaillais, sauf à Noël, j'avais besoin de sous. Voilà. Et donc, ça m'a permis de vraiment me connecter à ma créativité au sens artistique du terme, parce qu'après, je parlerai de la créativité de la vie. Et ça m'a permis, en fait, de développer chez moi, de reconnecter avec mes rêves, en fait, tu vois. Me dire, ouais, attends, et je m'étais promis, moi, de faire de la scène. Je m'étais promis d'écrire, je m'étais promis de dessiner. Et il se trouve que le socle familial n'était pas d'accord. Comment ça? C'est pas un métier? Ouais. Donc, tu vas vivre de quoi? Attends, c'est quoi? C'est pas un métier artiste, c'est pas un métier conférencier, c'est pas un métier écrivain. Non, 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 non. Et tu continues, tu sais quoi? Les études scientifiques. Je me suis tellement fait suer, j'ai oublié de redoubler ma seconde, ma première, ma terminale, rien que pour faire genre, je m'ennuie. Ouais. Voilà. Et j'ai fait des études scientifiques. Et c'était une période de ma vie où c'était très dur aussi. Il faut savoir que je remercie mes parents parce que j'ai développé cette débrouillardise depuis très, très petite. Je suis dans un foyer où on a eu tout ce qu'on voulait en matière de toit, etc. Mais bon, on a quand même eu faim. Faut dire. On a eu faim. Mes parents, c'était des gros travailleurs qui avaient quand même des valeurs famille et des valeurs travail très fortes. Et ils nous ont appris ça, ils m'ont appris ça, ils m'ont inculqué ça. Mais c'est vrai j'avais eu un certain manque, tu vois, avec un petit cadeau à Noël, des fois pas. Obligé de travailler très souvent pour justement aider la famille financièrement. Et il se trouve que dans une période de ma vie, quand j'ai été étudiante et que mes parents avaient leurs propres problèmes aussi, j'étais loin d'eux, eh bien, je me suis mis à mendier dans la rue parce que je n'avais rien dans mon frigo. J'avais rien à manger, je n'osais même pas demander de l'aide. Et c'est là où justement j'ai mis ma créativité en œuvre pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger 3-4 fois par semaine, 1 à 2 repas. Voilà. C'était une période super dure de ma vie où je me suis dit, va falloir que tu t'accroches, ma cocotte. Tes parents, ils ont déjà assez de problèmes comme ça à régler. Accroche-toi. Et c'est vrai qu'au niveau de cette résilience-là, toujours avec le sourire, je me suis dit, trouve tes solutions pour pouvoir manger, trouve tes solutions pour au moins sortir un petit peu avec les filles, avec les étudiants. Et c'était quand même très, très... C'était une année très challengeante, mais c'est une année que j'ai quand même beaucoup aimée parce que j'ai grandi en me disant, mais en fait, je suis capable de trouver moi-même mes solutions, encore une fois, pour y arriver. Voilà, ça c'est une période de ma vie où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à mon avenir et me dire, tiens, je ferais quand même bien mes études d'artiste. Et puis, paf, je rencontre Fabrice, avec qui j'ai 2 enfants aujourd'hui, Chloé qui a 19 ans et Théo qui a 20 ans. Dans la période de ma vie, je ne la voyais pas venir. Et là, c'est où commence justement l'histoire de la charge mentale. Tu deviens donc maman au foyer. Je deviens maman au foyer. Et je reste maman au foyer pendant 8 ans. 8 ans où j'ai eu à travailler sur un combat qui a changé ma vie, en fait. Ma deuxième, Chloé, a été révélée en 2003, autiste sévère, donc avec un gros manque d'autonomie, avec un diagnostic presque, on va dire, sans appel de la science. Et on te laisse comme ça par an. C'est en juin 2003. Et tu fais quoi? Eh bien, j'ai quand même eu un gros, gros cri, un énorme cri de puissance, dire je n'accepte pas. J'étais dans l'inacceptation. Et tu sais, il y a quelque chose que je n'explique pas encore aujourd'hui, du fait de cette hypersensibilité, d'avoir une vision de ma fille autonome.
Ça m'est tombé comme ça. Et je me suis dit, moi, j'y crois pas. Je ne crois pas au fait que l'on condamne un enfant parce que la science a dit, on lui a mis une étiquette. Je condamne en fin de compte le fait que cette personne-là n'ait pas cru en ma fille, n'ait pas cru aussi au potentiel de ses parents et de sa famille autour, de son grand frère qui a été, je le répète, Théo, son grand frère était une aide extraordinaire. Merci beaucoup Théo si tu m'écoutes. Voilà. Et à partir de là, allez, je n'ai pas arrêté d'aller chercher des solutions. Donc créativité, elle est là aussi. C'est quand tu es, par exemple, toi aussi, si tu es dans une situation où tu es au fond, en abysse, on te coule, on te condamne, sans même t'avoir demandé si tu étais capable d'eux, eh bien, c'est là où tu allais chercher des ressources qui étaient encore inexploitées en moi, tu vois. Maman, de maman au foyer. Ouais. À ce jour, je remercie ma créativité, le fait d'avoir réinventé, d'avoir recréé une vie, d'avoir trouvé des solutions en milieu hostile. Ça, c'est une de mes forces, que j'avais déjà expérimenté gamine, avec le harcèlement, adolescente, et en tant qu'étudiante, quand j'avais besoin de manger. Et en fin de compte, ça revient, ça te ressecoue avec une forme différente. Un challenge pratiquement impossible, parce qu'on m'a dit, mais ça va pas, tu rêves, quoi. Les médecins, ils ont fait des diplômes, ils ont des diplômes, et ils ont plus raison que toi, parce que eux, ils savent. Toi, tu n'es qu'une maman au foyer, d'accord? Et avec tes visions, tes grands rêves, ta croyance en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et ce qui est génial, c'est que 8 ans après, on me demande comment j'ai fait. Voilà. Ah, c'est toujours... Parce que Chloé, au bout de 8 ans, Chloé est officiellement sortie de son autisme sévère et aujourd'hui, elle est largement autonome, quoi. Elle est en BTS, elle parle très bien, une belle éloquence, elle connecte super bien avec le monde, elle blague tout le temps avec son grand frère, enfin c'est juste génial, quoi. Et tu vois, au bout de ces 8 ans, moi je me suis posée en me disant, ma fille m'a montré le chemin, toi, Baï, qu'est-ce que tu veux faire? J'arrive, vous allez voir comment je fais le lien avec la charge mentale. En fin de compte, à partir de là, je me suis dit, punaise, mais il est où mon rêve d'enfant? Il est où mon rêve d'artiste? Il est où mon rêve de conférence? Il est où mon rêve où je peux aider les gens? Et à partir de là, je me suis dit, le cadeau de l'univers à travers l'autisme de Chloé était la réponse. Et à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui, j'œuvre pour donner un sens, une utilité et me prioriser, prendre soin de moi, suivre mes ambitions et affirmer mon identité. Et à partir de là, quand j'ai réalisé chacun de mes rêves d'enfant, j'ai eu la chance, j'ai eu le plaisir d'accompagner plus de 900 humains, des enfants, des ados, des adultes, à travers le développement personnel et à travers l'art-thérapie. Et plein d'autres techniques que j'ai mis en place. Et à travers ça, moi-même, j'ai eu le plaisir d'accompagner des personnes qui étaient toutes avec un point commun, tout âge confondu, en charge mentale. Voilà. Et moi-même, ça c'est la partie professionnelle, mais la partie privée qui a fait que j'ai moi aussi été surmenée, surchargée, c'est qu'en ayant aussi eu l'occasion de pouvoir travailler avec Chloé, j'ai eu une extrême grosse charge mentale. J'ai pris 50 kilos, je me suis tapé pendant presque 11 ans, excusez-moi l'expression, une maladie orpheline, et une fatigue extrême et un manque de motivation quand même. Donc, en fin de compte, tout comme mes clients, mes mentorés d'aujourd'hui, ou toutes les personnes qui aujourd'hui sont en charge mentale, vous avez la possibilité de la mettre à la poubelle. Tu sais, quand j'ai vu que je travaillais avec des gens qui venaient me voir pour extérioriser une émotion ou pratiquer le dessin, mais ça, c'était un prétexte, j'ai posé plein de questions pendant 7 ans. Et je me suis dit, mais en fin de compte, ils viennent pourquoi? Pour connecter, pour avoir une bulle,
La plupart des gens, ils étaient ultra stressés. Ils étaient dans une stress de tenace incroyable, une performance à tenir. Il y en a qui avaient 3-4 boulots pour raccorder les bouts. Les femmes, elles étaient mamans au foyer, elles avaient une société, elles avaient une surcharge de travail incroyable, quoi, qui ont fait que certains pétaient les plombs. Et elles me disaient toutes, punaise, mais quand on vient chez toi, je prends soin de moi, je rigole, je connecte. Et j'ai approfondi pendant toutes ces années leur vraie souffrance. Et il faut le dire, et je veux le dire, et je veux que les gens qui l'entendent ici, peut-être se reconnaîtront. La principale souffrance, c'est qu'on s'oublie. Les gens que j'ai accompagnés, qui venaient, en fin de compte, ils donnaient l'énergie, je le dis souvent, le temps aux autres. Je survis pour les autres, et je ne vis pas pour moi. Et donc, il n'y avait aucun équilibre et on arrivait à des situations extrêmes où moi, j'avais des ados qui arrivaient complètement lessivés, des adultes complètement fatigués, envie de rien, qui perdaient en fin de compte le sens et pourquoi tu te lèves le matin. Donc, en fait, l'accumulation fait que c'est une charge mentale, en fin de compte. C'est ni plus ni moins l'accumulation. Mais la vraie définition, et je le développe en grande ligne dans mon livre, c'est la crise existentielle. C'est la crise existentielle. Il y a chez l'enfant, chez l'ado et chez les adultes. De manière générale, elle se révèle quand justement tu en as ras-le-bol d'occuper des autres. Et à un moment donné, tu te poses, tu te dis, je fais quoi pour moi? Depuis quand j'ai pas fait ça pour moi? Depuis quand tu n'as pas pris un bain? Moi, j'ai des gens qui n'ont pas pris un bain depuis 10 ans, qui n'ont pas pris un moka sur leur canapé, qui culpabilisent à chaque fois qu'ils prennent 1 heure pour elles, tu vois, ou pour eux. Donc, à partir de là, je me dis, comment je peux aider plus les gens? Voilà. Et donc, j'ai mis en place une méthode qui vraiment permet sincèrement d'aller mettre ta charge mentale aux toilettes, de pouvoir prendre soin de toi, j'appelle ça comme une diva. J'adore parce qu'en fin de compte, ouais, nous, c'est bon, quoi. On a le droit d'exister, nous, les filles, c'est bon. La culture sociale est induite. Allez, vas-y, fais tes études, fais des gosses, tu vas être heureuse. C'est ça. Une fois que j'ai fait tout ça, je suis même pas heureuse. C'est quoi le deal? Ouais, c'est ça. S'il te plaît, Sandra. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette notion, tu sais, de liste, de cases à cocher. Et puis, une fois que on te dit, ouais, si tu as coché toutes les cases, t'en fais pas, ma chérie, tu vas toucher au bonheur. Et puis, tu as coché toutes les cases et tu vas, quelle arnaque. Il est où le bonheur? Mais tu te retrouves prisonnière. Enfin, moi, j'ai mes clientes, elles se retrouvent prisonnières, mais je fais comment pour retrouver ma dignité? Comment je fais pour me retrouver? Ça. Et donc, en fin de compte, mets ta charge mentale aux toilettes, j'explique à peu près de manière très précise, la méthode, en fin de compte, que j'utilise dans les grandes lignes. On le fait plus précisément dans l'accompagnement. Mais c'est certain, quoi. Je vois des femmes qui sont dépitées au début de l'accompagnement, qui sont démotivées, qui manquent de joie de vivre, qui ont perdu totalement leur confiance et leur sex appeal de femme, et qui ont perdu leur identité au profit de la famille, du mari, des amis, du patron, quoi. Donc, voilà. Je suis très, très fière. Vraiment, je suis pleine de gratitude d'avoir accompagné toutes ces femmes, 300 femmes, parce que sur les 900 humains que j'ai accompagnés, il y a aussi des groupes d'étudiants, des enfants, etc. J'ai 300 femmes entrepreneurs, des managers, des cadres et des mamans au foyer. Et pas mal de HP aussi, des hauts potentiels, à justement décharger mentalement et à retrouver un sens, retrouver une affirmation de son identité, de suivre ses ambitions, parce que oui, à un moment donné, réaliser ses désirs, c'est avoir de l'ambition pour soi. C'est pas moche l'ambition, quoi. Tu vois? Ouais. C'est un gros mot en France, mais non, on va le remettre au goût du jour, quoi. Et puis prendre soin de soi, l'égoïsme positif, j'appelle. Tu vois?
pour prendre soin de sa famille, puis du reste des autres de la tribu, on se priorise. Voilà. On se passe en premier, quoi. On se Voilà. choisit. Donc, pour finir de répondre à ta question, donc, je suis passée donc, de maman au foyer à 2 sociétés aujourd'hui. Voilà. Je vis de ma passion. Je vis de ce que j'aime. Et ce qui me fait le plus plaisir et là où j'ai le plus de fierté, c'est de pouvoir vraiment aider, transformer des vies avec mon message. C'est juste ça, c'est que j'ai à l'appui vraiment de très grandes transformations, de très grandes victoires. Et ça va même au-delà, mon message. Parce que aussi, c'est un message sociétal, c'est un message culturel, c'est comment prendre sa place de femme. Enfin, il y a 10 règles dans la charge mentale, dans la décharge mentale, et on les voit ensemble. Et c'est juste fabuleux de voir ces transformations de notre communauté, que j'appelle les magnifiques. Voilà. Magnifiques femmes, leaders heureuses et indépendantes. Écoute, merci en tout cas pour ce partage de ton histoire que forcément ça, je trouve absolument inspirant Merci. Et ouais, c'était vraiment le parcours un parcours d'évolution personnelle et aussi de résilience, parce que donc c'est ça qui moi en tout cas c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et du coup j'aurais bien envie du coup que tu me partages en fait c'est quoi quels sont les apprentissages de sagesse justement de toutes ces tu sais, de ces différentes phases. Donc tu l'as fait hein, déjà spontanément en racontant ton histoire, quels étaient comme quelque part les moments charnières et les moments où tu as évolué et que tu t'es métamorphosé. Mais j'aimerais vraiment, tu vois, si tu devais en retirer la substantifique moelle, on va dire ça comme ça, ce serait quoi, du coup, toi, de dire de ces histoires-là qui sont uniques, enfin, ton histoire, elle est unique et singulière, mais ce serait quoi les apprentissages de sagesse, du coup, que tu aurais envie de transmettre à nos auditeurs? Alors, déjà, ça va être bateau, mais c'est puissant quand même. C'est s'amuser devient urgent. Arrêtez d'être des adultes sérieux, franchement. Parce que ça enlève un peu tout le goût de ton âme d'enfant. Donc, profitez des moments. Moi, j'aime bien les moments de ralentissement. Voilà, aujourd'hui, on fait, et on ne prend pas le temps de être. Je ne dis pas le temps d'être, le temps de être. Voilà, s'amuser devient urgent. Et quand je parle de suivre son ambition, d'affirmer son identité, c'est relatif à croire en ses rêves. Alors, c'est très bateau parce que tout le monde en parle aujourd'hui, bien sûr, mais je fais comment? Voilà. Donc, il y a une méthode, bien sûr, pour réaliser tout ce qu'on peut faire. La seule et l'unique, elle se retrouve ici, voilà. Elle est là, cette force de conviction, cette certitude que toi et toi seul peux aller chercher la personne que tu veux être. Et l'apprentissage, c'est les gens qui ne croient pas en vous, qui vous harcèlent, qui vous déprécient, qui vous dévalorisent, font aussi partie du processus. Donc, j'ai envie de dire aussi de l'apprentissage, c'est que si j'avais pas eu, moi, ces moteurs de harcèlement, des gros tsunamis de la vie, peut-être que je serais encore May en train d'être dans sa petite grotte, à vouloir faire des choses, mais sans avoir rien fait, en fin de compte. Voilà. Cette capacité à croire en ses rêves, elle est juste à l'intérieur, mais elle est vraiment régie aussi par l'acceptation des imprévus et des tsunamis de la vie. Et mon apprentissage, je ne suis pas un bisounours, je suis loin d'être un ange. Attention, on me connaît sous ce sourire, etc. Moi, ce qui m'a donné ma force, ce qui a fait que j'ai réussi, et je suis fière de le mettre en avant aussi en France, qu'en France, on dénigre la réussite, c'est ton côté dark, ton côté animal, ce tigre blanc, ce mode un petit peu énergie très yang,
qui m'a permis de prendre des solutions, de trouver des solutions, d'aller chercher des solutions. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas être que dans la bienveillance, que l'enthousiasme. Aujourd'hui aussi, pour accomplir ce qui on veut devenir, eh bien, c'est aussi apprendre à se donner la chance d'aller au charbon, quoi. Voilà, et puis d'aller chercher cette force vive en toi. C'est pas juste, oui, je veux bien ça. Non, c'est, ouais, ça, je le veux. Comment je peux faire? Allez, j'y vais. Voilà, tu vois, moi, en plus, quand je me mets en énergie, ça, mon ancrage, c'est, j'y vais. Je vais le faire quand même. Même si je sais que ça va pas être facile. Même si je sais que les tsunamis vont me ramener peut-être des fois plus bas que terre, ou peut-être aussi par des humains, mais je retrouve la force de le faire, l'énergie de le faire. Et c'est possible. Voilà. Petit côté dark que... Tu assumes parfaitement. Absolument. Et qu'on ne voit pas souvent. Mais je le mets en lumière parce que les gens vont se dire oui, elle est gentille, mais elle est bonhomie, elle est bienveillante, mais comment elle a fait pour... Non, mais en fait, je suis ça aussi, je suis bienveillante, je suis bonomique, etc. Mais aussi, c'est une force de certitude, une force de conviction, et je ne me donne pas le choix. Je veux ça, j'accepte aussi les claques de la vie. Je ne me donne pas le choix. Voilà. Et du coup, tu vois, quand je sens et je vois ton énergie, voilà, quand tu dis qu'en fait, c'est genre un équilibre au final entre l'énergie féminine, tu sais aussi de prendre soin de soi, de se materner, de se reconnaître, l'introspection, tu disais d'aller voir à l'intérieur et tout ça. Donc, c'est plutôt le yin. Et puis, j'aime bien ce que tu dis, c'est pas tout de conscientiser ça et d'être là présente pour soi, mais pour être vraiment présente pour ça, j'entends qu'il y a cette notion de, ouais, il y a besoin de l'équilibre aussi de l'énergie yang pour passer à l'action finalement et pour y aller malgré que ça va pas être facile et aller de l'avant. Et du coup, j'ai envie de te demander, ben, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'anime tellement dans cette... tu vois, tu parlais que c'était important pour toi d'accompagner à travers les conférences, les livres que tu écris, tes accompagnements. Donc, c'est quoi, j'ai envie de dire un peu de manière sinéquienne, c'est quoi ton pourquoi à toi, May, exactement? Et comment tu fais pour l'intégrer, enfin, pour l'incarner concrètement? On me dit souvent que je donne de l'énergie, je donne le sourire. Donc, mon pourquoi, c'est vraiment de redonner de la joie de vivre. Et ça, c'est l'énergie créative qui m'anime, tu vois. Mais aussi et surtout, affirmer son identité, sa puissance de femme. Ça, c'est mon pourquoi. Pourquoi je tiens tant à ce que les femmes qui sont aujourd'hui en charge mentale, qui s'oublient, qui gaspillent donc leur talent, leur potentiel et qui gaspillent peut-être même leurs rêves, ça m'anime, moi, de leur dire, hé les filles, c'est l'heure. Comme dit Franck Nicolas, wake up. J'adore. Wake up, quoi. Affirmez-vous. Et en fin de compte, s'affirmer, c'est quoi? C'est connaître son identité. Je suis femme d'identité. En fait, tu as une cartographie qui est super intéressante. On a tous des potentiels endormis qu'on n'utilise pas parce que par flemme, mais en fait, la vie, en fait, elle vient te challenger pour que tu les sortes. Et l'identité, c'est ça, c'est de se dire, ah, mais je suis ça, en fin de compte. J'en ai marre de faire comme on me dit. C'est bon, ça suffit, j'ai envie d'être moi. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de faire ce qui est bon pour moi. Arrêtez de me forcer de faire ça, arrêtez de me faire ces études, là, j'ai pas envie. Je veux faire autre chose qui m'anime. Je suis un être humain dont les regards des autres me glissent dessus. L'identité, affirmer son identité, sa puissance, c'est accepter de faire fi des autres, de s'écouter soi. Et donc, ça demande un travail, bien sûr. Ça demande un travail plus ou moins long, mais d'aller chercher. J'adore Jean-Claude Van Damme quand il dit étudie-toi.
Si tu t'éduques pas toi-même, comment tu veux apprendre aux autres? Voilà, donc je suis passionnée. Mon pourquoi, et ça, c'est un message à tout le monde, à tous les enfants, à toutes les petites filles, à toutes les femmes, à tous les hommes aussi. Écoutez-vous, affirmez-vous, imposez-vous, soyez votre identité, votre vraie identité, pas celle des autres. Et donc, c'est vraiment cette notion de... Ouais, parce que tu parlais de crise et que tu avais identifié que le dénominateur commun, c'était la charge mentale et que ça venait de cette crise existentielle qui était la cause, on va dire la racine, et pas le symptôme quelque part. Ouais. Donc, ouais, donc du coup, dans cette proposition enfin, dans le message qui te porte, j'entends que c'est vraiment ça, c'est pour t'alléger de cette crise existentielle, au final, affirme ton identité, pas celle de l'extérieur, mais de toi à toi. C'est bien ça? C'est ça. La charge mentale, pour moi, après, c'est ma définition, attention, c'est la conséquence d'un oubli. On a oublié ses projets, on a oublié sa carrière, on a oublié ses désirs, on a oublié qui on est, on s'est mis au placard, clac, clac, j'ai jeté la clé, je sais pas où. Maintenant, il faut que j'aille la chercher si je veux aller retourner voir mes désirs, tu vois. Mince, mais là, ça peut prendre un petit moment pour aller chercher la clé. C'est un travail. Mais c'est La ça. jeter un peu trop loin, ça met du temps. Et donc, voilà. Et la charge mentale est réelle. Je ne la nie absolument pas. C'est quelque chose de sincère. Pas forcément, ça peut être aussi associé à un burn-out, qui est lui plus dans le domaine professionnel. La charge mentale, ça regroupe toutes les charges mentales, qu'elles soient professionnelles, privées, dans le couple, etc. Et on travaille dans tous les domaines de vie, en fin de compte. C'est ça qui est intéressant. À part des femmes. J'allais te demander comment concrètement tu accompagnes, du coup, tu parlais, tu as déjà accompagné 300 femmes, enfin en total 900 êtres humains, mais les femmes que tu accompagnes aujourd'hui, comment concrètement tu leur permets justement de s'affirmer, de trouver leur identité et de l'assumer? Alors, on a mis un programme complet sur 90 jours qui permet vraiment de travailler sur 3 piliers phares de la méthode CRI. En fait, c'est un pilier vraiment qui t'apprend à prendre soin de toi, mais dans le sens atypique du terme, associé donc à la décharge mentale, à la créativité, développer, se réinnover, se réinventer. Parce qu'il y a des femmes qui veulent changer leur vie. Donc, on travaille cela. On travaille aussi sur la gestion simplifiée du temps. Le temps, en fin de compte, est très important, la notion du temps. Les femmes qui viennent me voir, elles n'ont le temps de rien. Elles me disent, mais tu crois que je vais avoir le temps de faire ta formation? Tu vas voir, tu vas pouvoir apprendre 1 heure de temps pour toi par jour, tous les jours, du lundi au lundi, sans culpabiliser. Je vais t'apprendre ça. Et ça marche. Parce que moi, les femmes qui arrivent, elles prennent 0 temps pour elles. C'est pas compliqué, c'est j'ai pas le temps. On apprend à perdre du temps pour trouver du temps de qualité. Et la dernière, c'est l'affirmation de l'identité et le suivi des ambitions. Donc, on réalise concrètement un projet qui leur tient à cœur depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Et ça marche. Et en fait, compte au départ, des femmes qui sont démotivées, qui ont perdu confiance, qui sont en désestime, etc. Et là, tu passes à des femmes qui sont heureuses, qui travaillent leur indépendance affective, émotionnelle, relationnelle. Et on travaille aussi un peu l'argent, le financier. Et surtout, mais elles s'assument. Ouais. Elles s'assument et elles en sont vraiment heureuses. Donc, c'est un coaching. Il y a du coaching individuel, il y a du coaching de groupe. Il y a une formation en ligne pour justement avoir des exercices très simplifiés. Il y a une très belle ambiance, parce que moi, ce que je tiens à ce que les femmes qui sont dans ce secteur de la charge mentale, elles sont isolées quand même. Hein. Donc, ils sont soudés. C'est une sororité, quoi, une communauté, une tribu. Voilà. Et là, cette année, aussi, une immersion ensemble pendant 2 jours. 2 jours de vacances. Où elles ne font pas ce qu'elles font d'habitude. Donc, je tiens vraiment à ce que ce soit un programme complet qui permette à ces femmes, en fin de compte, de pouvoir changer leur vie, véritablement. En tout cas, ça a l'air hyper intéressant, justement, la proposition que tu fais donc, pour permettre justement à ces femmes de... Ouais, enfin,
Et c'est drôle parce que la transformation, c'est déjà rien que sur le fait que, comme tu dis, au départ, elles viennent vers toi en disant non, mais j'ai pas le temps, même pour faire ta formation. Et là, quelque part, ben, c'est ça, c'est déjà en train de changer puisque elle libère 1 heure de temps pour elle au final. Et ça, c'est déjà une première victoire rapide, on va dire ça comme ça, pour des personnes qui pensent non, mais j'ai pas le temps au départ, quoi. Donc, je trouve ça chouette. Et aussi, ça me parle beaucoup cette notion de sororité et de lien, du coup, C'est ça. Mm. qui permet du coup aussi bah, à ces femmes que tu accompagnes de pouvoir se sentir aussi soutenues dans une ambiance bienveillante, j'imagine, et puis C'est sûrement ça. très drôle aussi. Euh, Oui, la joie de vivre, c'est elles le ça, réapprennent facilement aussi. C'est une c'est très, ça, très, ça très revient bonne. vite. C'est trop cool. Et tu vois, ça me fait penser à cette notion de résilience et de divergence, et que pour moi, c'est étroitement lié, en plus justement de la force du lien qui permet aussi de rebondir. Et j'aurais envie de savoir, euh, justement, je suis curieuse que tu me partages quand tu es comme ça, toi, dans un moment de creux, on va dire, difficulté, tu en as vécu quand même quelques-unes que tu nous as partagées. Ben, dans ces moments-là, en fait, c'était quoi ta stratégie de divergente pour arriver à voir les solutions, tu vois, parce que la divergence, c'est ça, c'est cette capacité à avoir des solutions possibles à un moment donné. Et donc, quand tu es dans le creux de la vague, c'est quoi? C'est une citation, c'est une image, c'est un mentor, c'est quoi qui te permet comme ça d'aller de l'avant? Il y a peut-être plusieurs choses. Et du coup, j'aimerais bien savoir, c'est quoi tes stratégies ou ta stratégie de divergence à toi, May? Merci pour cette question qui me replonge auprès des genoux de ma grand-mère, Famine Young. La flexibilité. Mm. Moi, ce que j'aimais beaucoup et ce que m'a appris ma grand-mère, c'est cette capacité qu'elle avait à sourire tout le temps, à être très forte. Mes parents l'étaient aussi. Mais venant d'elle, hein, il y avait quelque chose en plus. La flexibilité. On ne peut pas prévenir l'avenir. Et donc, quand je suis au fond du trou, parce que oui, on a tous nos trous, nos abyssaux, j'appelle ça, très vite. Donc, ça peut mettre entre 10 minutes et 20 minutes de prise de conscience de ce qui m'arrive et de me dire, je reste pas dans le trou. Je suis dans le trou pour le moment. Comment je fais? Donc, flexibilité, c'est je prends conscience que je suis dans mon trou. Quelle est la conviction, la nouvelle conviction, quelle est la nouvelle certitude, quelle est ma nouvelle vision de mon avenir par rapport à cette situation pour pouvoir y aller? Donc, en fin de compte, je suis dans le trou, je suis dans le noir. Donc, je ne vois rien. Par contre, ce qui est à l'intérieur, ici, je le vois très bien. Mm. En 2020, on a tous vécu des challenges au seuil international, en plus des à côté. Et 2020 était très costaud. Comment les gens, comment tu peuvent faire quand ils sont dans le trou? Flexibilité, accepter ce qui est, Mm. faire trouver en soi ce qui peut être amélioré. La situation ne va pas rester comme ça, à moins que tu ne fasses rien. Tu vas faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je visionne ce que je peux améliorer. La vision, la visualisation. Moi, je suis très dans l'image, je suis très métaphorique. Mais pour les personnes qui sont ultra rationnelles, c'est j'ai un problème, bah forcément j'ai une solution. J'ai une solution entre le problème et la solution, entre le moment où je suis tombée dans le trou, que je peux me relever. Il y a un mouvement à faire, et ce mouvement, c'est je mets des actions en place. Quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place qui sont de mon ressort? Quelles sont les actions en place que je peux faire? Aller chercher de l'aide, donc aller demander de l'aide, oser demander de l'aide, ce que je ne faisais pas avant, hein. Mm. Donc, troisième chose, flexibilité, visualisation des solutions et aller demander de l'aide. Voilà. Mm. Et sincèrement, c'est pour moi 3 astuces extraordinaires qui me permettent de passer d'un gros down à un espoir et à une réalisation. Mm. C'est ça.
Il faut être Donc, convaincu. Hein. Ça, par contre, personne ne peut le faire à ta place. Il faut que tu sois convaincu que ça marche. Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Je m'affirme ça tous les jours. Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. c'est ça. Et ouais, donc, donc j'entends qu'il y a quand même une phase où tu prends conscience quelque part que tu es dans le coup. Et au moment où tu prends conscience de ça, tu prends ta responsabilité par rapport à ce que tu peux changer, c'est ça. Enfin, par rapport aux actions que tu peux mettre en place ou pas. Exact. Donc la visualisation, je trouve ça intéressant que tu la mettes en deuxième étape. Donc du coup, c'est vraiment, OK, je prends conscience. Et puis après, c'est où j'ai envie de m'en aller, en fait. Je veux pas rester dans le trou, mais donc du coup, vers quelle lumière je vais. Oui, Et après dire, OK, je mets des choses en place pour sortir de ça. C'est ça ta stratégie, du coup? J'ai bien compris? c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est génial. Je vraiment le précise, hein, par exemple, pour la réalisation des désirs, concrétiser ses projets, suivre son ambition, il y a le cercle femmes que je mets en pratique avec mes mentorés et ça marche super bien, quoi. C'est la même chose. On apprend plein de choses. Et en fin de compte, c'est vrai que c'est une super question que tu m'as posée parce que la plupart du temps, des fois, ça peut être naturel pour certains de faire ce qu'ils ont à faire. Le but, en fait, c'est de décortiquer comment tu fais. Ouais. Cette forme de décortiquage, de décodage, permet la démocratisation et de trouver quelques solutions que tu peux t'adapter à toi, en fin de compte, C'est ça. pour te sortir des problématiques. Ouais. Donc, c'est de trouver la manière, la stratégie. Mais c'est pour ça que je cherche vraiment à avoir des stratégies différentes, tu vois, des divergents que j'interviewe, parce que je me dis qu'il arrivera un moment donné, ben, ça peut donner les solutions qui, tu sais, mélangées, peut-être, feront le cocktail parfait pour les divergents qui nous écoutent, quoi. Donc, ouais, donc merci beaucoup en tout cas pour du coup cette stratégie du coup en trois étapes que tu proposes. Et j'aurais envie de dire, ben, avec justement tout ce que tu nous as partagé, c'était super riche en tout cas pendant cette interview, si quelque part il devait y avoir, tu sais, il y a une personne qu'on connaît en commun qui, quand il fait des interviews, il pose la question de si tout disparaît et qu'il ne reste plus qu'une page blanche, euh, qu'est-ce que tu laisses du coup comme message pour la postérité aux autres? Et j'aurais envie de te poser une question un peu similaire de, OK, ce serait quoi pour les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui t'écouteront, de dire, OK, l'interview de May Boyington, ben, j'en ai retenu quoi? C'était quoi le message qu'elle a vraiment voulu me transmettre et que tu as vraiment envie qu'ils retiennent de cette interview, de ton expérience, de ton partage d'aujourd'hui? Réfléchis. Tellement de choses que j'aimerais dire. Et j'aime bien la simplification aussi. C'est, moi, je trouve que la vie, elle est belle. Mm. La vie est très belle, les gens sont beaux, sans être bisounours. Mais la vie, surtout, elle est unique. Tu es unique. Rends-la unique et elle te rendra unique aussi. Voilà, j'ai envie de dire, travaillez sur votre unicité et travaillez sur le moment présent et s'entourer aussi des gens qui croient en vous. Je sais, il faut croire d'abord en soi, mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui croient en toi, d'être bien entouré. Mm. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup, May. En tout cas, j'ai été ravie d'être entourée par toi aujourd'hui. Merci Sandra, c'était vraiment chouette. Et, Ça m'a fait ouais, drôlement plaisir. C'est une géniale idée. Bravo. merci beaucoup. Pour ce J'espère que que les tu fais. auditeurs aussi auront pris autant de plaisir que toi et moi d'échanger aujourd'hui et auront pris avec eux ce qu'il y a à apprendre. Hein. Chacun ses pépites ou ce qui aura résonné avec son parcours ou son histoire. Et vraiment, merci, merci en tout cas pour cette belle énergie et pour ce que tu fais et qui tu es. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps-là et j'ai envie de te dire à très très bientôt, May. Ouais, salut. Merci beaucoup Sandra. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir à toutes et à tous et merci du temps.